qui fait la spécificité des armées, c'est pas d'accepter de mourir, c'est d'accepter de tuer d'abord, d'opérer ce renversement qui est pas anodin évidemment sur le plan moral et psychologique. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des grands entretiens d'Anne Rosenchère. Anne Rosenchère, c'est moi, et tous les 15 jours, j'interroge pour vous une personne pertinente sur un sujet en particulier. Il faut être très concret. Si on parle d'un engagement de haute intensité à l'est de l'Europe, on pose des questions concrètes. Par exemple, sur notre capacité à fournir des munitions aux armées qui combattraient à l'est de l'Europe. Ça peut supposer de réaménager des temps de travail, de convertir des industries civiles en industries militaires. Et ça, ce sont des questions qui ne sont pas secondaires parce que ça nécessite que la population comprenne ce qu'on lui demande et comprenne l'extrême nécessité. Nous sommes aujourd'hui 4 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Face à Poutine, face à la Chine et même face aux brutalités de l'allié américain, l'Europe se réveille dans la douleur. Aujourd'hui, je reçois l'historienne Bénédicte Chéron, spécialiste des questions ayant trait à l'armée et à la société. Elle vient de publier un livre dont le titre tient en un verbe évocateur: mobiliser. Alors en termes de conflit, à quoi faut-il désormais que l'on se prépare? Quelles sont les spécificités de la France à cet égard? Que faut-il mobiliser au juste? Esprit de défense, es-tu là? Pour répondre à ces questions, Bénédicte Chéron est avec nous, avec vous, dans la rédaction de l'Express. Installez-vous, ça commence. Bonjour Bénédicte Chéron. Bonjour Anne Rosenchère. Alors je le disais en introduction, cela fait 4 ans désormais que la Russie a envahi l'Ukraine. Vous qui suivez de près ces questions, je dirais d'imprégnation des questions d'armée dans la société, diriez-vous qu'en 4 ans, les mentalités ont changé ? Alors c'est assez difficile à dire parce que 4 ans, malgré tout, c'est un temps assez court. Ça nous semble long, c'est évidemment long pour ceux qui sont en guerre et pour les sociétés qui le sont. Mais pour une société qui est malgré tout périphérique par rapport à cette guerre, c'est un temps qui est assez court. Alors évidemment, on peut observer des évolutions, on peut avoir des signaux sur ce qui change. On peut se dire par exemple qu'il est vrai que les questions militaires, que les questions de défense ont une plus grande centralité dans le débat public qu'elles ne l'avaient auparavant. Ça reste quand même encore cependant un peu timide, il faut être lucide. Souvent, on est trompé d'ailleurs par les plateaux des chaînes d'infos en continu. Pour ceux qui les suivent, on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais ça reste des audiences assez limitées et fractionnées. On peut aussi considérer qu'il y a eu une surprise en février 2022 pour les Français, mais on sait aussi qu'il y a une forme d'habitude et de routine qui s'installe dans la manière dont on suit ce type d'actualité, qui est par ailleurs une actualité assez désagréable. Donc, il est possible d'envisager quand même qu'au stade où on en est, après 4 ans, dans une société qui est assez loin de cette guerre sur le plan géographique, même si c'est l'Europe, cette guerre soit redevenue en quelque sorte une espèce de crise comme les autres. Et je tiens à ce mot de crise parce qu'en fait, beaucoup de guerres depuis les années 60 ont été racontées aux Français comme des crises. Et ça n'aide pas forcément toujours à comprendre les logiques de la guerre. Donc il y a eu une curiosité, c'est indéniable, mais est-ce que cette guerre est déjà redevenue une crise comme les autres? C'est une question. Comme des crises ou comme des événements. Parfois, on parle des événements. Absolument. Dans votre livre, vous citez plusieurs fois le général de Gaulle, mais il y a une citation que j'aimerais livrer à nos auditeurs et nos spectateurs. Il dit « Si l'Alliance Atlantique est actuellement nécessaire à la sécurité de la France et des autres pays européens, il s'agit pour eux, à l'abri de ce bouclier, de s'organiser pour la puissance et le développement commun. » C'était en 1960, c'est-à-dire 66 ans avant aujourd'hui, et on se dit qu'on ne s'est toujours pas émancipé de ce bouclier. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il nous faut au juste pour se réveiller? Alors, il y a évidemment une question de décision politique, mais souvent on a tendance à raisonner sur les questions de défense à partir du haut précisément, et de la décision politique ou du niveau haut de la réflexion politico-militaire dans les différents pays européens. Et on oublie que les décisions politiques, et particulièrement en démocratie, elles émanent aussi de l'état des sociétés. Des peuples, en fait. Voilà, le peuple est souverain en démocratie et c'est quelque chose qu'on a tendance
tendance à oublier, en particulier en France et sur les questions de défense, parce que la Ve République a tendance à déporter la décision vraiment à la réserver, comme on dit d'ailleurs, au président de la République et au champ élyséen, en tout cas à ceux qui gravitent dans cet univers-là. Mais les populations, dans les années 60, et la population française en particulier, ce qu'elles ont retenu de ces mots, si tant est qu'elles les aient vraiment entendus, c'est bouclier, précisément. Oui. Et c'est un peu ce qu'on a tendance à oublier depuis 4 ans, c'est qu'il y a une bascule du discours politique qui est très soudaine, à partir de 2022, et peut-être plus encore à partir de janvier 2025, et c'est là que c'est intéressant. Oui, avec l'élection de Donald Trump. Voilà, la seconde investiture de Donald Trump et de ses premières déclarations, où en fait il y a une espèce de bascule de discours politique qui est vraiment très soudaine et très palpable, très visible, et on a l'impression qu'on s'étonne que la société, que les sociétés et que la société française en particulier n'opèrent pas la même bascule de manière très rapide. Et on oublie en fait que les sociétés d'abord ont des temps d'évolution qui sont des temps longs, que les populations vivent dans un quotidien qui fait leur réalité ordinaire, et que ces sociétés, depuis précisément pour la société française les années 60, elles ont appris qu'elles avaient 2 boucliers en quelque sorte. Le grand allié américain, quand bien même on a continué de revendiquer notre indépendance ou notre autonomie, et ce sont 2 mots différents, et la dissuasion nucléaire. Oui, et sur laquelle on va revenir. Et il faut comprendre en fait que pour une société, quand même, l'objectif de sécurité pour elle-même est un objectif qui peut être très prégnant, surtout quand on est la société française et des sociétés ouest-européennes pour qui les 2 guerres mondiales ont été des champs de bataille sur le territoire même, et dont toutes les traces sont encore visibles et dont toutes les familles ont encore un souvenir. C'est le cas dans les années 60. En fait, on a plein d'enquêtes qui montrent que c'est encore le cas dans les années 2020, y compris pour les jeunes générations. Et en fait, les sociétés, on les fait pas changer de direction et de trajectoire. C'est un peu comme des gros bateaux. Oui. Pour ceux qui naviguent, il y a cette espèce d'inertie, d'héritage mémoriel, d'héritage historique qui laisse des traces. D'accord. Alors vous dites qu'il y a eu une bascule très rapide et brutale du discours politique, mais quand on regarde dans les faits, notamment sur tout ce qui est armement, puisque notamment il y a eu cette idée, il faut s'armer pour pouvoir se défendre, on est resté très dépendant. Vous allez peut-être nous expliquer la différence entre autonomie et dépendance, mais tout ce qu'on achète aujourd'hui en termes d'armement aux Américains, on parlait du F-35, cet avion de chasse qui est quand même largement dépendant en termes de maintenance, de mise à jour des logiciels, voire même des données de mission qu'il faut donner dans un cadre aux États-Unis avant de pouvoir voler. On se dit, les discours ont basculé, mais même au niveau politique, où ça devrait être un peu plus agile et un peu plus rapide, l'indépendance, on n'y est toujours pas. Alors, on y est plus en France qu'ailleurs. Ah, ça, c'est sûr. C'est ce qu'on aime se dire pour se rassurer, comparons-nous. Mais c'est vrai, cela dit, c'est vrai. Et puis, voilà. Alors, il y a de très, très bons ouvrages, un très bon ouvrage à venir sur la question du F-35 en particulier, qui est une question technique un peu pointue. Mais en fait, là encore, on a tendance à, très paradoxalement, à la fois, on a un peu sorti la compréhension des logiques de la guerre de notre périmètre ordinaire et de décision politique et de vie quotidienne. Et puis, on a tendance à tout recentrer sur le militaire et sur la question de l'industrie de défense quand on parle d'autonomie et de dépendance. Et on oublie qu'en fait, alors tous ceux qui travaillent sur les théories des relations internationales le savent, mais la puissance, en tout cas la capacité à opérer des choix seuls, y compris sur la scène internationale, elle ne dépend pas seulement du militaire, pas seulement de l'industrie de défense. Elle dépend d'un paysage général qui est fait d'une économie civile, d'une industrie civile, et on sait que les dépendances militaires, elles peuvent venir aussi d'un certain nombre de dysfonctionnements, de failles, de fragilités de notre propre paysage industriel civil. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ça veut dire que j'ai pas forcément d'exemple précis en tête, mais pour que les industriels de défense puissent fonctionner, il faut de la commande de l'État, on le sait, c'est un secteur qui est particulier, il faut de la commande internationale, c'est un secteur privé, mais qui est malgré tout très lié aux commandes de l'État français, surtout dans le paysage européen actuel, où il y a une forte présence de l'industrie d'armement américaine. Et par ailleurs, ces industriels de défense ne sont pas isolés dans le paysage industriel français. Et ils dépendent aussi d'un certain nombre de savoir-faire qui sont utiles dans les industries civiles, qui pourraient ou qui ont pu exister dans les industries civiles, et qu'on perd quand on se désindustrialise en général. Et c'est vrai que ce discours sur l'économie de guerre, sur la nécessité d'une industrie plus forte, d'une base industrielle plus forte, il dépend bien sûr des équilibres européens, mais il dépend aussi de la manière dont l'économie française elle-même vit et trouve en elle-même un certain nombre de ressources
pas seulement sur la scène internationale. Et alors vous le disiez, la spécificité française quand même est que nous sommes une puissance nucléaire. Dites-nous, est-ce que le fait d'avoir la bombe atomique écarte toute possibilité à l'avenir, en tout cas pour la France, de ce qu'on appelle un conflit chaud, c'est-à-dire un conflit armé, pas par proxy, pas une guerre froide, quoi. Alors, bien sûr que non, et d'autant moins on l'oublie un peu parce qu'on a beaucoup parlé justement de ces crises, mais les présidents de la République successifs ont employé la force sur la scène internationale de manière régulière, dès les années 60, en tout cas au Tchad, entre 69 et 72, et de manière continue à partir de 1978. Donc les militaires français sont tombés dans des rapports de force internationaux, ont tué dans des rapports de force internationaux. Il faut aussi le rappeler parce qu'on a une vision très sacrificielle de la figure du militaire en France. On voit à quel sacrifice ils consentent et on oublie aussi que leur première fonction, c'est au nom de la communauté des citoyens, au nom de la communauté politique, de porter un dommage à un ennemi. Ce qui fait la spécificité des armées, c'est pas d'accepter de mourir, c'est d'accepter de tuer d'abord, d'opérer ce renversement qui est pas anodin évidemment sur le plan moral et psychologique. Donc évidemment, d'abord, la France a continué d'être engagée dans des conflits chauds dans les décennies écoulées. Par ailleurs, en fait, on a toujours envisagé que la dissuasion nucléaire ne protège pas de tout. Et ça a toujours été dit. Mais ça a été dit de manière souvent un peu elliptique et détournée. Dans les années 60, l'idée du nucléaire, c'est quand même l'idée d'assurer à la fois la sécurité du territoire. Il y a cette idée de la sanctuarisation du territoire, mais il y a aussi l'idée que c'est un atout, comme une carte atout, dans un jeu complet qui permet de peser sur les équilibres internationaux tout en étant inscrit dans des alliances, parce qu'on n'est jamais sorti de l'OTAN, même si on est sorti du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Donc il n'a jamais été question que cette dissuasion protège de tout. En revanche, il est vrai que la promesse de la dissuasion, et c'est en tout cas comme ça qu'elle est très largement reçue par les Français dans les années 60 et 70 et de manière évidente dans les années 1980, cette promesse, c'est que le territoire national soit protégé de ce qui a été vécu dans les deux guerres mondiales. Voilà. Et en fait, c'est ça qui marque surtout la manière dont la société perçoit la dissuasion nucléaire, en oubliant un peu que dans toute la mise en place du modèle de défense au début des années 60, il y a dans le rétroviseur une crise qui est la crise de Suez, donc sur laquelle je ne vais pas m'étendre outre mesure, mais en tout cas la manière dont les Britanniques et les Français en Égypte autour du canal de Suez sont obligés de se soumettre à une décision qui est prise en fait par les États-Unis et par la Russie, et que pour le pouvoir gaulliste de l'époque, et comme pour ceux de la 4e République qui précédait, il y avait l'idée quand même que cette dissuasion, elle permettrait aussi de pouvoir peser dans ce type de contexte. Ça a été un traumatisme. Alors Suez pour les autorités, peu pour les Français quand même, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'en fait, il y avait ces deux point de légitimation de la dissuasion, et que pour la société française, ce qui a quand même été le plus compris, parce que c'est ce qui était proche d'elle, c'est ce qui était palpable, incarné, charnel pour elle dans son histoire, c'était la protection du territoire. Alors c'est-à-dire que je crois qu'il y a une formule d'ailleurs du général de Gaulle qui dit qu'aucun pays ne pourrait venir donner la mort sur notre territoire sans la recevoir chez lui en retour, sachant qu'en vérité c'est fait pour ne pas être utilisé. Sachant néanmoins. Que c'est tout le principe de la dissuasion, et c'est pour ça qu'il faut entendre aussi que pour une société, pour des populations, comprendre les doctrines de la dissuasion nucléaire, comprendre les logiques de cette arme-là, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et d'ailleurs, la parole politique tente l'exercice régulièrement, mais c'est une... Quand les politiques tentent l'exercice de l'explication et de la vulgarisation, c'est vrai que c'est un exercice compliqué, parce que le nucléaire, par définition, est une abstraction. C'est quelque chose de très concret, de très coûteux. Ce sont des armes, ce sont des militaires qui s'entraînent dans des sous-marins avec des avions. Donc il y a une matière nucléaire au sens propre du terme, mais c'est quelque chose de très abstrait dans l'emploi. Or, en fait, ça, c'est quand même une longue question dans l'histoire des guerres. C'est la manière dont les populations se projettent dans des scénarios d'emploi, des armes, des forces, et d'elles-mêmes éventuellement si elles doivent s'impliquer. Et on voit bien que se projeter dans l'emploi de la dissuasion, dans ce qu'est la dissuasion nucléaire, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et pour cette raison, en fait, dans l'explication du modèle de défense, la dissuasion nucléaire demeure toujours un peu en surplomb comme une abstraction difficile à raconter, alors que sont plus faciles à raconter les emplois
réel, si je puis dire, très concret de la force militaire, des forces conventionnelles. Mais comme ces emplois de la force conventionnelle sont aussi très désagréables à raconter, parce qu'ils supposent d'accepter le caractère clivant du combat, ce qu'il comporte de mort, ce qu'il comporte d'engagement désagréable, ces réalités-là aussi sont parfois tenues à distance, et c'est vrai qu'elles ont longtemps été tenues à distance en France. D'accord. Et alors, justement, pour parler aussi de l'abstraction et de ce qui est difficile d'appréhender concernant l'arme nucléaire, elle protège la France ou elle protège l'Europe, l'Union européenne? On voit bien qu'en fait, cette question du périmètre d'emploi de la force, elle dépend d'une question de la définition de qui est le « nous » dont nous parlons quand nous parlons de nous dans les rapports de forces internationaux. Et en fait, cette question du « nous », elle n'est pas si simple que ça à régler. Alors, concernant le nucléaire, elle a toujours été considérée comme étant simple, au sens où ceux qui décident de l'emploi, c'est nous, au sens de l'État français. Mais concernant la définition des périmètres d'emploi, du moment où on pourrait décider de l'employer et de menacer de l'employer, il y a un flou et qui est lié au flou même de l'emploi des armes nucléaires, parce que le flou permet précisément de maintenir la capacité dissuasive de l'arme et de maintenir la définition des scénarios d'emploi. De maintenir le flou, sur la définition des scénarios d'emploi. Mais il y a vraiment une question de rapport à la souveraineté politique qui est posée peut-être de manière extrême quand on parle du nucléaire, mais qui en fait devrait aussi se poser pour tous les emplois de la force conventionnelle. On voit que c'est une question en permanence. Quand on parle d'employer des forces conventionnelles dans des scénarios à l'est de l'Europe, on voit bien qu'il y a cette éventuelle dissonance entre ce que peuvent dire des autorités politiques, des chefs militaires, ça a été le cas au mois de décembre quand le chef d'état-major des armées s'est exprimé devant les maires de France, où il y a parfois au niveau politique et au haut de la hiérarchie militaire une espèce d'évidence sur le fait que le « nous » définit la France, mais aussi les Européens, une partie des Européens, l'OTAN. Mais on voit bien que toutes ces définitions-là ne vont pas forcément de soi pour des populations qui se projettent malgré tout dans des cadres nationaux, parce qu'elles élisent des responsables politiques nationaux, et qu'il n'y a pas d'Europe fédérale, donc il n'y a pas de définition de la souveraineté européenne au sens politique du terme. C'est vrai. Et alors, si vous disiez tout à l'heure que le bouclier nucléaire nous préserve désormais d'une attaque sur notre territoire, à quoi est-ce qu'on doit se préparer au juste en termes de conflits armés dans les années ou les décennies qui viennent? À quoi ça pourrait ressembler? Là, on voit bien que le monde est en train de basculer un peu par rapport à la fin de l'histoire ou la paix éternelle dans lesquelles on s'était installé. On avait cru s'installer. Qu'est-ce qui peut survenir, sans vous demander de lire dans une boule de cristal, bien sûr, mais en termes de type de conflit? Alors effectivement, je ne vais pas lire dans la boule de cristal, surtout que je regarde surtout dans les archives plus que dans les boules de cristal en général. En fait, c'est la grande difficulté, c'est d'arriver à définir des scénarios. Alors dans la revue nationale stratégique, qui est parue dans l'été dernier, qui est une actualisation, une mise à jour de la revue nationale stratégique de 2017 puis de 2022. Alors on voit d'ailleurs qu'on met à jour beaucoup plus régulièrement ces textes. Signe des temps. Voilà, avant on avait des livres blancs de la défense, puis de la défense et de la sécurité nationale, dont les temps étaient assez espacés, 10 ans, 15 ans. Là, on est maintenant dans des revues nationales stratégiques et non plus dans des livres blancs, qui sont rédigés souvent plus rapidement et qui racontent une espèce d'adaptation au paysage. Ce qui d'ailleurs interroge vraiment notre manière de penser, parce que ça veut dire que finalement, on réagit à un certain nombre de stimuli en essayant de s'y adapter et d'adapter des doctrines, mais sans forcément avoir cette vision de temps long qui permet de se positionner, de se projeter à 10 ou 20 ans. Or, on sait qu'en matière de défense, on parlait tout à l'heure des industriels de défense, on parlait des programmes d'armement. Ce temps long, il est vraiment nécessaire. Donc, la revue nationale stratégique, elle a pour une fois, si je puis dire, définir un scénario central qui est celui de la tension qui monte sur le flanc est de l'OTAN et de l'Europe et de l'Union européenne, les trois choses étant différentes, et donc de l'hypothèse de cet affrontement dit de haute intensité à l'est de l'Europe. Sans oublier malgré tout qu'il y a d'autres types de scénarios, de facteurs de déstabilisation, que la question, on le sait, du terrorisme international, du terrorisme islamiste n'est pas une question qui est tout à fait derrière nous, qu'il y a d'autres menaces qui perdurent, qu'il y a d'autres zones de déstabilisation au Moyen-Orient, etc. Mais la principale, donc, ce serait il y a cette espèce de scénario central avec l'idée que avec la Russie, alors. Voilà, alors. Évidemment, avec la Russie, mais sans malgré tout définir un ennemi, parce qu'on sait, et c'est une des difficultés de la projection dans des scénarios, c'est que
parler de scénario à une population, il faut lui dire qui serait l'ennemi que nous devrions combattre. Oui. Et cette question ne va pas de soi, parce qu'évidemment, définir un ennemi sur la scène internationale, ça n'est jamais complètement anodin en termes de parole politique. Donc, on part dans cette direction, et on voit bien que tout le discours politique, un certain nombre de décisions militaires, sont orientées sur cette nécessité de bâtir des forces capables, et pour la France, de bâtir des forces capables de peser dans l'OTAN, pour que les forces de l'OTAN soient capables d'agir et que la France tienne son rôle parmi ces forces de l'OTAN. La grande difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre à une société, et à une société ouest-européenne, parce que c'est évidemment très différent pour les sociétés est-européennes, à une société ouest-européenne qui vit depuis 60 ans protégée par la dissuasion nucléaire sur son territoire d'une menace de type militaire, en quoi cette projection devrait modifier un certain nombre de choix politiques, de choix budgétaires, voire de choix dans la vie quotidienne. Parce que il faut être très concret. Si on parle d'un engagement de haute intensité à l'est de l'Europe, on pose des questions concrètes. Par exemple, sur notre capacité à fournir des munitions aux armées qui combattraient à l'est de l'Europe. Ça peut supposer de réaménager des temps de travail, de convertir des industries civiles en industries militaires. Et ça, ce sont des questions qui ne sont pas secondaires, parce que ça nécessite que la population comprenne ce qu'on lui demande et comprenne l'extrême nécessité. Or, la société française a vécu 40 ans de guerre froide où précisément ces scénarios d'affrontement ont existé. Et ont existé dans une plus grande proximité géographique, parce que si les forces françaises avaient dû être engagées face à l'ennemi soviétique, elles l'auraient été en Allemagne. En Allemagne de l'Ouest, face à des forces soviétiques présentes en Allemagne de l'Est. Donc vraiment tout près. Et ce qu'on observe pendant toute la guerre froide, c'est que malgré le caractère qui nous semble aujourd'hui très palpable pour l'époque de cette menace, en fait, il y a eu une espèce d'accoutumance à l'idée que les troupes ne seraient jamais employées. Parce que aussi, pour la parole politique, pour les autorités militaires, c'était assez difficile de faire entendre à la société française que ces militaires, qu'il faudrait sacrifier 100, 200 000 combattants, qui étaient des appelés non volontaires, donc à l'époque, dans un conflit à l'avant de la frontière, pas vraiment pour défendre au sens strict du terme notre frontière. Et là, on est un peu dans la même donne, alors évidemment avec des choses qui ont changé sur les modalités d'emploi de la force, sur les scénarios de contournement de la dissuasion, comme on dit, c'est-à-dire les luttes informationnelles, les ingérences, les déstabilisations. Mais en fait, tous ces scénarios-là existaient aussi dans l'époque, pendant la guerre froide. Donc on voit que se projeter dans des scénarios, ça n'est pas si simple, et que ça nécessite, surtout dans des sociétés habituées au débat démocratique, que le débat soit ouvert. Et ça nécessite aussi d'accepter qu'il peut y avoir une tension dans le débat démocratique entre des choix politiques et militaires très verticaux et le fait que, démocratiquement, ça n'aille pas de soi dans le débat public, que la société se projette dans un conflit dit de haute intensité, relativement loin de ses frontières, pour autre chose que la défense de son propre territoire. Alors vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a quelques mois, le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a déclaré que la France, alors je cite les mots exacts, devait accepter l'idée d'un conflit de haute intensité durable, donc ça c'est ce dont vous venez nous parler, et de se préparer à des ruptures stratégiques. Il a même, et c'est ça qui a fait couler beaucoup d'encre, dit que nous devions accepter de perdre nos enfants pour protéger ce que l'on est. Comment vous l'aviez interprété à l'époque ? Parce qu'il y a eu une énorme polémique. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, spécialiste des questions militaires et de mobilisation, en entendant ces déclarations ? J'ai entendu deux choses. La première chose que j'ai entendue, c'est un chef d'état-major des armées qui, finalement, s'est situé dans la lignée de ses prédécesseurs, qui, depuis le milieu des années 2010, en fait, les attentats de 2015 produisent des évolutions dans la parole des chefs militaires, qui depuis le milieu des années 2010 essayent de faire comprendre aux Français que quand on emploie la force militaire, ça a des conséquences désagréables. Et que ces réalités-là, on ne peut pas les tenir à distance, et qu'il faut rappeler que si la démocratie française, si le pouvoir français décide d'employer la force militaire, alors ça a un prix et ça a un coût. Cette parole des chefs militaires, vraiment, elle a commencé à évoluer avec le général Bosseur, qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, en 2015-2016, et qui avait insisté sur le fait que la spécificité militaire, on en parlait tout à l'heure, c'est pas d'accepter de mourir, c'est d'accepter de tuer au nom des citoyens, et que ça
expliquait un certain nombre d'exigences dans la vie quotidienne et ordinaire des militaires. Et puis d'autres l'ont fait après, le général Lecointe, chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, chef d'état-major des armées, et le général Bandon, en fait, a continué d'insister. Mais en insistant, il est vrai, davantage sur les sacrifices auxquels il faut consentir que sur cette question de la guerre comme manière de faire plier la volonté d'un ennemi, en quelque sorte. Donc ça, j'ai entendu cette parole-là comme celle d'un chef militaire qui vient rappeler ces réalités devant des maires qui sont les représentants des citoyens, les élus au plus proche de la communauté politique, etc. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est précisément la question de ce « nous ». Qui est ce nous et quel est ce que nous devons protéger. Et c'est là qu'il y a une question, c'est que on oublie souvent que dans les logiques de la guerre, dans la compréhension de la stratégie, il y a une question de rapport au temps. Il y a une question de rapport à l'espace, et c'est bien parce que, enfin c'est bien. Hélas, dans les tragédies de la guerre, on réapprend que la guerre c'est du temps, et on le voit avec ce qui se produit à l'est de l'Europe en Ukraine. Et c'est de l'espace parce qu'il y a des questions de prise de territoire, et on a un peu oublié en pensant aux nouvelles formes de conflits, à la dématérialisation des espaces de la guerre, qu'il y avait cette question de l'espace et des territoires qui jouent. Mais c'est aussi la stratégie, une question de rapport à l'autre. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger sur la scène internationale, et qu'on perçoit mieux qu'il y a des rapports de force dans lesquels nous sommes partie prenante. Mais la dernière chose, c'est que c'est aussi un rapport à nous-mêmes. Et en fait, cette question du rapport à nous... En fait, les mots du général Bandon renvoient à cette question qui, pour le coup, est une question éminemment politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les Français, comme communauté politique, considèrent qu'ils doivent ou qu'ils ont à défendre. Et là, on voit bien qu'on revient à des questions très compliquées et qu'il y a évidemment des questions qui sont liées à des modèles politiques, la démocratie contre d'autres types de régimes. Mais on a beaucoup parlé de valeurs à une époque et on se rend compte que quand il s'agit de se mettre d'accord sur des valeurs à défendre, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'autant plus qu'au sein même de la société française, ces valeurs elles sont l'objet d'un débat, et c'est normal en démocratie, en fait. Et puis, il y a une question de territoire. Et en fait, on y revient aussi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la question du régime politique, d'une forme politique à laquelle nous tenons, qui est celle d'une démocratie souveraine. Il y a la question de ces valeurs sur lesquelles nous ne sommes pas tous d'accord. Et puis, il y a la question du territoire. Et je crois qu'on a un peu oublié que les sociétés se meuvent dans des espaces et dans des territoires. Et quand il s'agit d'envisager ce que suppose une guerre de haute intensité, puisque c'est de ça que l'on parle aux Français depuis quelques années, cette question du territoire, elle revient de manière très concrète, parce que la question est celle d'espace de vie. Et on voit que dans l'histoire, les sociétés, et en tout cas dans l'histoire des sociétés démocratiques, les ressorts de mobilisation, ils s'activent de manière massive, à quelques très rares exceptions, quand le territoire quand la ligne rouge, quand la ligne rouge est franchie. Il est très rare en fait que des sociétés se projettent dans des conflits dans ce qu'on appelle aujourd'hui un conflit de haute intensité, quand elle n'est pas profondément ébranlée dans son espace de vie quotidien. Et alors vous dites que la France a une certaine mythologie du service militaire pour susciter l'esprit de défense, qu'il suffirait finalement de remettre une conscription nationale pour que revienne une espèce de patriotisme. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette mythologie ? Alors cette mythologie, elle tient un peu à tout ce qu'on vient de se raconter déjà en fait. Donc les questions sont bien posées, l'émission est bien faite. En fait, on a dans les années 60 ouvert en France très clairement le débat, très clairement, à la mesure de ce qui était possible à l'époque quand même. Mais on l'a ouvert, le débat sur le fait que dans un paysage international reconfiguré malgré tout par l'ONU, par le droit international, et surtout dans un espace français protégé par la dissuasion nucléaire, la question du maintien d'une armée de conscription se posait. Les Britanniques ont ouvert le débat très clairement dans les années 50, la dissuasion nucléaire plus, alors le caractère insulaire, il faut reconnaître, mais ils ont expérimenté le fait que le caractère insulaire ne protège pas de la guerre de haute intensité. Et ils l'ont expérimenté dans des formes différentes des nôtres, mais en fait ils l'ont expérimenté autant que nous. Les Britanniques, eux, ont suspendu le service, décision prise en 57, terminée en 61. Nous, on a ouvert le débat pour des tas de raisons. C'est Pierre Messmer, qui est ministre des Armées à l'époque, dans les années 60, grand gaulliste s'il en est, qui pose la question de l'armée de métier. Et parce que, mine de rien, dans les années 1960, en fait, notre modèle est quand même tout naissant, tout bébé, si je puis dire. C'est la LPM de 64 qui met vraiment en place la polarisation du modèle de défense par la dissuasion nucléaire. Parce que aussi, la bascule dans une armée de métier vient ébranler
troubler la perception que les Français ont de leur histoire nationale et de la Troisième République, qui est une sorte de récit des origines pour nous. Finalement, le débat est reporté en quelque sorte. Et on maintient un service tout en disant, déjà en 65, qu'il y a des voies civiles d'accomplissement dans le service national, que le service militaire devient une des voies du service national. Et puis, il se produit quelque chose qui est pas exactement propre à la France, mais dans des modalités françaises, mai 68. Et puis après mai 68, pas tout de suite dans mai 68, mais après mai 68, un antimilitarisme militant qui est assez prégnant dans la société française au début des années 70, notamment à l'occasion d'une autre loi sur le service militaire qui est adoptée en 1970. Le débat est refermé. Le débat est refermé parce que il y a une espèce de crainte dans une espèce de position défensive. Alors pas seulement de position défensive, mais il y a l'idée dans cette donne politique intérieure très compliquée qui apparaît aux acteurs de l'époque comme très fracturée, que le service militaire, dans cette société fracturée, est le moyen de maintenir ce qu'on appelle la manifestation de la volonté de défense de la nation. Mais c'est quelque chose de très théorique, en fait, la manifestation de la volonté de défense de la nation, dans la mesure où, finalement, la société française se projette de moins en moins concrètement dans l'idée que ces forces conventionnelles pourraient servir et que cette armée de masse pourrait réellement servir face à l'ennemi soviétique. Donc le service militaire devient progressivement autre chose. Et prioritairement autre chose. Il devient progressivement un outil d'intégration, un outil socio-éducatif. Il est perçu déjà dans les années 70 par les Français d'abord comme un rite utile à la vie adulte avant d'être perçu comme le moyen de constituer une armée de masse qui réellement pourrait combattre. Et donc, on voit que là, il y a un malentendu qui s'installe. C'est de ça qu'on a la nostalgie, en fait. Parce que c'est de ça que les Français ont la nostalgie. Et en fait, on voit bien que dans le débat actuel, mais en fait, on a l'impression que la donne a changé sur ce plan-là depuis février 2022. Mais en fait, depuis février 2022, les chiffres qu'on a sur les enquêtes régulières, très régulières, sur le souhait des Français de voir être rétabli un service militaire, sont à peu près équivalents à ceux qui précèdent février 2022, à peu près équivalents à ceux des années 2000, à peu près équivalents à ceux des années 80 parce qu'on et des années 70. Question, en fait. Voilà. Pour une autre Parce qu'en fonction. fait, depuis les années 70, les Français sont favorables au service militaire ou au service national, et souvent d'ailleurs les deux mots sont employés de manière indifférenciée, comme rite initiatique et comme ferment de cohésion nationale, de cohésion sociale, de patriotisme. Or, en fait, là encore, il faut faire un peu d'histoire et sortir de nos projections mémorielles. Ce qu'on observe quand même, c'est que le service militaire ne fabrique pas, ne façonne pas vraiment la société française de manière intemporelle. C'est vrai à certaines périodes de l'histoire, c'est vrai en particulier sous la Troisième République d'avant 1914. C'est déjà beaucoup moins le cas dans les années 1920 et 1930. Et toutes les données dont on dispose montrent que ce n'est pas le cas dans les grandes lignes, évidemment, à partir des années 60. Et alors, on a le sentiment que vis-à-vis justement de cet esprit de défense ou ce sentiment patriotique, nous ne vivons pas tous à la même heure dans le monde parce que, alors bien sûr, on a vu les Ukrainiens par nécessité, ont fait montre d'une tension de volonté qu'on sous-estimait. Les Russes également, quelque part, on avait sous-estimé à quel point ils tiendraient pendant la guerre avec en fait une tension de volonté aussi extrêmement forte. On a le sentiment que les Américains ont un sentiment patriotique et une tension de puissance beaucoup plus développée. Alors, l'Union européenne, c'est l'union des pantoufles, comme on le dit parfois. Est-ce que nous, on est comme ça un petit peu dénués de cet esprit de défense ? Alors, d'abord, on a une tendance à toujours observer les États-Unis comme une société particulièrement patriotique en France. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on entend beaucoup dans les milieux militaires, parce qu'il y a un rapport au drapeau et à un certain nombre de rites patriotiques aux États-Unis qui sont différents de ceux que nous avons par notre histoire. On oublie aussi que c'est une démocratie récente, qu'on a des histoires nationales qui sont pas équivalentes du tout. On observe aussi quand même que les rites patriotiques aux États-Unis et cette manifestation de patriotisme n'empêchent pas les fractures intérieures et n'empêchent pas les tensions, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc faut d'abord ne pas toujours projeter sur les autres ceux qui seraient nos propres complexes. Ensuite, c'est vrai que les sociétés européennes, on le disait tout à l'heure, mais elles sont marquées par une histoire du rapport à la nation et au patriotisme qui, au XXe siècle, est une histoire aussi de deux guerres mondiales, en fait, qui sont leurs guerres, qui sont leurs propres guerres. Et donc, le sentiment patriotique, il sort de ces deux guerres très abîmées, et pas seulement de la seconde. Souvent, on projette sur la société française l'idée qu'elle aurait été
très patriotique dans la Première Guerre mondiale et plus du tout dans la Seconde. En fait, les choses sont évidemment beaucoup plus compliquées. On sait qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, il ne va pas de soi que la société française va se mobiliser massivement. Or, elle le fait. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la société française est assez peu encline à se mobiliser et à se projeter dans cette guerre. Mais finalement, au moment de la mobilisation, il y a très peu de réfractaires. Donc en fait, il faut aussi observer les choses avec un peu de finesse. On a parfois l'impression que les sociétés sont peu patriotiques, ce qui n'empêche pas forcément qu'elles se mobilisent au moment opportun et dans des jeux de circonstances qui sont assez difficiles à anticiper. La seconde chose, c'est quand même que on est dans des sociétés européennes dans lesquelles aujourd'hui, de manière relativement globale, en tout cas à l'ouest de l'Europe, et c'est le cas en France, les jeunes générations manifestent un plus grand sentiment de fierté nationale que les générations antérieures. Alors c'est très déstabilisant de l'admettre, parce que le lieu commun du débat public, c'est que plus on avance et plus ça va mal. Voilà. Et comme on est dans un moment où plutôt les responsables politiques appellent à quelque chose qui ressemble à du patriotisme, il y a une espèce de jugement moral qui est porté sur la société et son absence de patriotisme. En fait, ces jeunes générations, à la fin des années 1990, le sentiment de fierté nationale est plus bas en France, chez les gens de 20 ans, à peu près notre génération, qu'il ne l'est aujourd'hui chez les jeunes de 20 ans. Alors évidemment, ce sont des chiffres globaux qui ne donnent pas à voir aussi les petites fractions de la jeunesse qui seraient très hostiles à l'idée de la défense nationale, très hostiles au patriotisme, mais il y a aussi des générations qui sont aujourd'hui moins attachées à l'idée qu'il est possible d'atteindre une paix universelle à partir du modèle de la démocratie libérale, ce qui est quand même ce qui a beaucoup mu le débat public des années 90 et façonné le débat public. Donc cette question est une question qui doit être analysée avec finesse. La donne est un peu différente dans d'autres pays européens parce qu'on a tous aussi des histoires qui sont différentes. Les Allemands n'ont évidemment pas la même histoire du rapport à la nation et au patriotisme. Et pour autant, il y a aussi un service militaire volontaire qui est rétabli en Allemagne, alors avec des manifestations d'hostilité qui ont eu lieu au mois de décembre sur ce projet de rétablissement d'un service militaire volontaire. Mais on voit que les lignes bougent dans tous les pays ouest européens parce que finalement, les rapports de force internationaux viennent aussi rappeler qu'il y a effectivement des exigences qui parfois s'imposent aux sociétés sans qu'elles puissent complètement le choisir. Et est-ce vous l'avez un petit peu effleuré tout à l'heure, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que les peuples et ce que les sociétés ont dans le ventre avant que cela n'arrive ? Il y a les historiens citent parfois, je crois, quelque chose qui s'appelle le serment d'Oxford, qui se passe en 1933, qui est une initiative dans un grand cénacle d'étudiants d'Oxford, où je crois, je vais vous citer l'exact, le débat a accouché de la motion suivante: cette chambre ne se battra en aucun cas pour le roi ni pour le pays. Bon, elle est adoptée à 275 voix pour et 153 contre. On dit que Hitler, à l'époque, on a nourri la certitude qu'il ne rencontrerait pas beaucoup de résistance. Et pourtant, on sait que quelques années plus tard, parmi probablement ces étudiants-là, et bien sûr dans la société britannique, on l'a vu, il y a eu de la mobilisation. Et quelle mobilisation ? Donc, finalement, est-ce que toutes ces choses-là ne sont pas révélées le moment où, quoi, c'est-à-dire ? Si, en fait, oui, évidemment. Ce qu'on observe vraiment, c'est à quel point les jeux de circonstances historiques provoquent ou ne provoquent pas des mobilisations à l'échelle des sociétés. Souvent, on a une vision, alors je ne sais pas si elle est très française, peut-être très européenne, du fait que la parole politique, que des dispositifs étatiques, que des discours, que des mots pourraient façonner la société. D'ailleurs, c'est une des grandes craintes aujourd'hui, que sur le fait que nous soyons précisément fracturés par des narratifs, par des récits concurrents, par des mots concurrents. Bien sûr, tout cela existe, ces stratégies de déstabilisation existent. Ce qu'on observe malgré tout, c'est que les sociétés agissent dans de la pâte humaine, dans de la réalité, et que les mots et que les dispositifs verticaux ont moins le pouvoir de façonner les sociétés que un rapport perçu, partagé, compris à la menace. Et c'est sans doute l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui pour les sociétés ouest-européennes. C'est-à-dire qu'elles peuvent percevoir que la Russie est une menace pour l'Europe. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le montrent à volonté. En revanche, entre percevoir qu'une puissance est une menace pour des équilibres internationaux et
considérer qu'on doit soi-même entrer dans des logiques de mobilisation, il y a un pas qui ne va pas de soi. Et ces logiques de mobilisation, elles s'opèrent quand effectivement, très profondément dans la société, il y a le sentiment qu'il y a quelque chose à sauver. Et que ce quelque chose est existentiel. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose parfois d'un peu indécent quand on entend des comparaisons entre la société française et la société ukrainienne, avec l'idée que eux, les Ukrainiens se mobilisent et pas nous. Bien sûr, eux, les Ukrainiens se mobilisent, mais ils sont dans un rapport à la menace qui n'est même plus un rapport à la menace, qui est un rapport direct à l'adversité, existentiel précisément. Et en fait, cette question du rapport à une menace de type existentiel, c'est cela qui vient façonner les sociétés, bien plus que tous les dispositifs qu'on peut mettre en place en amont, que les discours, les narratifs, les récits, les systèmes d'influence, de propagande, éventuellement dans les États non démocratiques, et même l'idée de dispositifs militaires qui pourraient in extenso, si je puis dire, façonner une capacité à se mobiliser. En fait, c'est un faux débat. C'est un faux débat, et on a vu d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres que le service militaire, qui traverse de multiples crises en France dans les années 30, ne façonne pas la société française. C'est autre chose qui la façonne. À ce moment-là, un rejet de la guerre, très palpable, et au dernier moment, en quelque sorte, au moment où la Pologne est envahie et où on comprend en fait que ce voisin demeure réellement dangereux, et l'est pour nous y compris, à ce moment-là, se produit ce ressort de mobilisation. Mais l'idée qu'on peut anticiper, et que, en fait, des discours politiques tenus 10 ans avant, si je puis dire, ont cette capacité à imprimer une marque déterminante, est une idée qui est assez séduisante. Oui, mais même un petit peu paternaliste, ça vise à penser qu'on peut faire ce qu'on veut des gens et leur assez libre peu opérante sur le plan historique. Il n'empêche que cette parole politique a un rôle à jouer. Ça n'est pas parce que ce n'est pas cela qui façonne que la parole politique n'est pas nécessaire. Parce que si elle n'est pas tenue, on voit aussi qu'elle entretient parfois un certain nombre d'illusions. Et il y a eu, par exemple, des déficits d'explication aux Français dans les années 80 et 90 sur les emplois de la force, qui étaient faits en son nom sur des théâtres d'opération au Liban et dans les Balkans. On oublie dans les Balkans qu'il y a eu plus de morts de militaires français qu'en Afghanistan dans les années 2000 et 2010, enfin jusqu'en 2012. Il y a eu un vrai déficit d'explication politique. Mais on était aussi dans un moment où le politique ne demandait pas à la société française de se mobiliser dans ces conflits. Alors ma dernière question est une question récurrente, c'est une question sur les billets d'euros. Donc on connaît tous les billets d'euros, ils ont pour illustration des ponts et des arches qui n'existent même pas dans la réalité et qui ne rendent pas justice quand même à cette culture et même à cette civilisation européenne qu'on essaye de défendre ou d'aimer un peu plus. Alors il paraît que ça va changer et notre contribution à l'Express est de fournir comme ça une liste de personnalités ou de figures historiques possibles. Si vous, Bénédicte Chéron, vous aviez une personnalité ou figure historique à mettre sur les billets, mettons, de 20 €, quelle serait-elle ? Alors la question n'est pas si simple quand on se la pose. Je crois que je penserais à une femme et je penserais à la philosophe, je précise qu'elle est philosophe pour ne pas la confondre avec l'autre, Simone Veil, donc avec un W, que j'ai relu tout récemment parce qu'elle a des pages sur le service militaire dans son livre qui s'appelle L'Enracinement, qu'elle écrit en 1942 quand elle est à Londres. Donc évidemment, ça a un rapport avec tout ce que nous venons de nous dire. Albert Camus a lu ce livre, son livre sort en 1949 seulement, et Albert Camus le salue comme étant, je crois, impitoyable, si ma mémoire est bonne. Et en fait, elle a précisément, en fait, je tiens à cette figure parce que elle fait partie de ces intellectuels du XXe siècle qui ont essayé de tenir des tensions précisément, de regarder avec réalisme un certain nombre de tensions qui existent dans des sociétés démocratiques à qui on demande dans le même temps d'être patriote. Simone Veil n'est pas antimilitariste, mais elle s'inquiète de la manière dont la mainmise du militaire sur les sociétés peut produire des dégâts, et on les a évidemment observés dans certaines sociétés européennes des années 30. Elle essaye de tenir ce rapport entre les libertés individuelles, la dignité intrinsèque de la personne, et malgré tout la nécessité pour l'État de réguler
et d'aller parfois contre certaines libertés. Et je crois que ce réalisme dans les tensions qui la faisait profondément souffrir, elle s'est engagée dans la guerre d'Espagne, Simone Veil, elle est allée travailler à l'usine pour aller au bout de sa vision du monde, justement. Voilà, ce souci d'accepter avec réalisme les tensions de la société et de son rapport avec le politique, qui la faisait souffrir, qui la dérangeait profondément, qui la rendait, paraît-il, un peu parfois épuisante avec son entourage, mérite d'être en tout cas connue. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Et nous allons en rester là. Merci beaucoup, Bénédicte Chéron. Merci à vous. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre et à nous laisser des commentaires sur toutes vos plateformes habituelles de podcasts et de vidéos. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau grand entretien.